Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors d'abord un petit mot de remerciement. Comme je vais me présenter après, je suis de nationalité française et du coup c'est toujours un plaisir d'intervenir en Belgique parce que pour plein de raisons, comme vous le savez peut-être, là où les frontières des États-nations séparent parfois nos vies dans des cadres administratifs, dans des vies diverses et variées, la réalité de nos vies ordinaires sont parfois beaucoup plus proches que des bouts de papier qui changent. Et en l'occurrence, moi je suis un ch'ti, donc je suis un habitant du Nord-Pas-de-Calais, et pour beaucoup de raisons, une bonne partie de ce que vivent les citoyens qui habitent dans le Nord-Pas-de-Calais, puis d'ailleurs dans notre région, ont des destins sociaux très proches d'un certain nombre de Belges. Alors du coup, pour plusieurs raisons, notamment une qui est liée à la structure sociale de notre région, fortement marquée par l'histoire ouvrière, l'histoire industrielle, l'histoire des paysannes rurales très modestes, cette histoire sociale de classe, pour le dire comme ça. Deuxième raison, c'est que, comme vous le savez peut-être, le Nord-Pas-de-Calais, la Belgique, une partie des Pays-Bas et l'ouest de l'Allemagne, c'est aussi le terreau dans lequel naît le capitalisme il y a quasiment 5 siècles. Du coup, une bonne partie de nos destins, depuis 5 siècles, sont mêlés les uns les autres, et ça a donc une incidence, en tout cas en nous, sur nous. Et puis, autre élément, le Nord-Pas-de-Calais, comme une bonne partie de la Belgique, est une région, un lieu, en tout cas, qui est fondamentalement traversé, marqué depuis, alors là je ne sais même pas le dater en termes de siècle, mais par l'histoire des immigrations, de toute l'histoire de l'humanité d'une part, mais aussi les immigrations plus récentes, où ces territoires et la vie des gens se sont structurés par les apports successifs de chacune des vagues d'immigration, quelles qu'elles soient. Du coup, ça marque profondément les destins des uns et des autres, donc pour de très belles choses, et aussi pour des épreuves et des injustices spécifiques qui traversent à la fois la région Nord-Pas-de-Calais et aussi la Belgique. Et puis d'ailleurs, après, il faut peut-être que je le rajoute quand même sur un débat sur le racisme, c'est pas quand même, c'était prévu. On a aussi, entre la France et la Belgique, une belle histoire de la violence coloniale qu'on partage en commun, et donc d'une décolonisation qui n'a pas été faite et qui continue de structurer nos imaginaires, nos manières de voir, et donc ce racisme systémique dont on va parler en partie ce soir. Puis l'autre petit élément aussi sur la question des immigrations, le Nord-Pas-de-Calais, une bonne partie de la France, il y a pas mal de Belges qui sont venus y travailler, il y a des Français qui sont venus travailler là, il y a des Français d'origine immigrée qui sont partis travailler en Belgique, des Belges d'origine immigrée qui sont venus travailler en France, enfin j'ai tout mélangé cette affaire, et donc moi j'ai de la famille en Belgique aussi, et de la famille des gens Français d'origine belge, enfin bref c'est tout mélangé. Vous dites ? Pardon ? Allez-y, vas-y. Je pense pas que c'est ces gens-là, quand on dit immigré. Effectivement, je vais revenir sur ce point après. Donc ça, c'était pour le premier point de remerciement en tout cas. Deuxième point de remerciement, c'est aussi sur la question, la thématique de ce soir. Aborder le racisme avec ce terme qui, a priori, vous parle pas, j'espère qu'à la fin de la soirée, ce sera un peu plus parlant, cette histoire de racisme systémique. Que ça fait peut-être 30 ans que dans l'espace public, il y a des conférences, des formations, de la sensibilisation pour dénoncer le racisme, se former sur le racisme. Or, il est assez rare qu'on ait une approche justement systémique, structurelle du racisme. On est plutôt dans un héritage d'un racisme individuel, où on traque la brebis galeuse, ou d'un racisme moral, où on donne des leçons les uns et les autres, mais globalement, on passe à côté de l'essentiel de ce dont il s'agit quand on parle de racisme. Donc je vais essayer de vous proposer quelques éléments de réflexion. Et avant de passer au contenu même de l'intervention, je voudrais me présenter un peu rapidement. Donc, je suis sociologue de métier depuis une dizaine d'années maintenant. Comme vous le savez, ou peut-être pas, en tout cas un sociologue, c'est plus ou moins chargé d'expliquer le fonctionnement d'une société, un certain nombre de faits, d'épreuves que peuvent traverser les citoyens, et il s'agit d'essayer d'expliquer, de trouver les causes, de pouvoir interpréter un certain nombre de phénomènes. Donc ça, c'est mon métier. Par contre, on n'est pas sociologue à l'université avec mes collègues, et par choix. On n'a pas eu tellement envie, en tout cas, c'est pas notre conception du savoir, de travailler avec d'autres gens qui écrivent des bouquins, pour d'autres gens qui lisent des bouquins et qui écrivent des bouquins, et tout ça, ça finisse dans des universités, dans des bibliothèques que personne n'ira jamais. On a un peu une conception du savoir et de la connaissance démocratique. Et pour le dire comme ça, le savoir et la connaissance, pour nous, ça doit être des armes
qui doivent aider les citoyens à mieux vivre, mais aussi à lutter contre les causes des injustices et du mal-être. Donc le savoir a aussi une fonction politique, pour le dire comme ça, une fonction démocratique. Ça doit être un instrument de libération, d'émancipation du peuple, individuellement, mais surtout aussi collectivement. Deuxième élément, la raison pour laquelle on ne travaille pas à l'université, c'est aussi parce qu'on estime qu'il y a certains fonctionnements de notre société aujourd'hui, en France, peut-être un peu moins en Belgique, j'en sais rien du tout, vous me direz. En tout cas, on hérite en France d'un rapport au savoir qui est très élitiste. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et notamment où l'intelligence des gens se mesure au niveau de diplôme. Et je vous dirai un petit peu pourquoi après, pour moi, ça ne se passe pas comme ça dans mon histoire. En tout cas, à Phare pour l'égalité, on s'insurge contre cette division là entre les métiers intellectuels, les métiers manuels, et certains qui savent et certains qui ne savent pas. Or, l'université, pour beaucoup, a du mal à prendre au sérieux un certain nombre de savoirs qui circulent dans la société de la part de gens qui ne sont pas eux-mêmes dans des titres de noblesse, du coup de sociologues ou d'autres types de chercheurs. Or, c'est assez rigolo parce que la plupart des théories et des écrits qu'on fait en sociologie ou autres, une partie de notre métier, et moi j'aime bien le dire comme ça, l'état des savoirs académiques sont souvent fondés sur une appropriation des savoirs populaires. C'est-à-dire que les gens pensent, vivent, nous donnent des choses, on enquête, on prend, et après on met notre tampon et notre nom dessus, on a créé un concept. Et donc la réalité du fait scientifique, c'est que c'est, en tout cas en sciences humaines, c'est que ça vient de la base, et ensuite c'est reformulé, reformaté. J'arrête sur ce point, en tout cas juste pour souligner deux petites choses. Comme vous allez peut-être le voir, alors il est possible que dans l'intervention que je vais vous proposer, à des moments, j'emploie, alors déjà parce que peut-être que je suis fatigué et donc je vais trébucher, on ne va pas se faire comprendre. Donc, et la deuxième raison, c'est que vous savez, comme nous tous, au-delà de la question des langues dites françaises, flamandes ou autres, il y a aussi des langues dans chacune des nations, et on a des langues aussi de métier des fois, on a des réflexes, des manières de parler, on a notre jargon, on a un vocabulaire qui est un vocabulaire du métier, enfin voilà, quiconque se met avec des travailleurs sociaux comprend rien à ce qu'il raconte au bout d'un moment, qui bosse avec des enseignants va pas forcément comprendre, et qui travaille avec des ouvriers va pas forcément comprendre à un moment donné le savoir technique et le langage technique qui est le leur. Donc peut-être que parfois je vais me réfugier dans des mots qui me servent, peut-être que c'est pas les vôtres, donc n'hésitez pas à me faire des grimaces, soit parce que ce que j'ai dit n'était pas clair, soit parce que je me suis réfugié derrière les mots. Donc l'idée c'est qu'en faisant des grimaces, vous m'aidiez à ce que je puisse donner un exemple à chaque fois. Et s'il vous plaît, donc, ne vous dites pas « je n'ai pas compris » ou pire, « je n'ai pas le capital culturel nécessaire pour comprendre ce que Jessie a raconté ». Dites-vous simplement « Jessie n'est pas claire ». Et donc c'est à moi de me débrouiller pour pouvoir vous... Enfin voilà, qu'on avance ensemble dans la soirée. Ça, c'est pour la question du... je ne donne pas plus d'éléments sur qui on est à Phare pour l'égalité. En tout cas, effectivement, on travaille beaucoup sur la question des inégalités de classe, inégalités de race. Pour l'instant, je le mets avec des guillemets, inégalité raciste et inégalité sexiste. Deuxième élément de présentation que je veux avoir, parce que ça va jouer. Comme vous le savez peut-être, aucune personne qui prend position dans la société, qui partage une analyse, n'est neutre socialement. Et du coup, en tant que scientifique, on sait d'autant plus que le savoir, y compris la production du savoir scientifique, est une production sociale historique. Et donc, il n'y a aucun type de regard sur la société qui est neutre. Du coup, je vous donne sous forme d'avertissement. Ça vaut pour les autres, mais ça vaut pour moi aussi. Je ne prétends pas de la neutralité ce soir. Voilà, j'ai un certain nombre d'engagements, de prise de position citoyenne, mais aussi scientifique ou épistémologique, comme on dit dans le jargon. En tout cas, je ne suis pas neutre. Et donc je vous invite aussi à être critique par rapport à ce que je vais vous proposer dans la soirée. S'il y a des choses qui vous parlent, ben prenez-le et mettez-le dans votre besace à résistance. Et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, soit parce que je dis n'importe quoi, soit parce que c'est faux ce que je raconte, ce qui est possible aussi, soit éventuellement c'est pas le moment pour vous d'entendre ce que j'ai à vous proposer comme analyse, ce qui est aussi possible. Il y a des fois où dans notre parcours de vie, c'est pas le moment, quoi, tout simplement. Donc faites-vous confiance et quand ça ne vous parle pas, ben jetez-le à la poubelle. Si c'est pas le moment, en tout cas, vous ne encombrez pas de ça. En tout cas, je ne suis pas neutre. Et je suis pas neutre. Et je suis traversé du coup par ma propre histoire personnelle, mon histoire sociale et familiale, elle n'est pas neutre sur les prises de position scientifiques et citoyennes. Premier élément de présentation, je suis issu de là ce qu'on appelle du coup la classe ouvrière des mines. Je suis un petit-fils de mineur de fond. Donc pour ceux qui voient ou ceux qui ne voient pas trop, les mineurs de fond, dans la hiérarchie sociale, c'est ceux qui sont tout en bas, et dans le type de pénibilité du travail, c'est ceux qui prennent cher au niveau des conditions de travail. Mais cette histoire sociale liée à la classe ouvrière, elle me fait aussi être attentive à une deuxième chose, le poids des conditions matérielles d'existence, économique, travail, conditions de vie, logement, etc.,
mais aussi aux formes de mépris social, et ce qu'on a appelé à une période, c'est une expression que j'aime bien redire en public, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend plus beaucoup assez, le mépris de classe. Cette espèce de rapport condescendant des gens des classes sociales supérieures vis-à-vis des gens et de leur savoir quand ils sont d'une autre classe sociale. Ce que je vous disais donc tout à l'heure sur la question de cette hiérarchisation des savoirs, et c'est peut-être parce que un certain nombre de savoirs scientifiques, sociologiques et politiques que j'ai me viennent de ma grand-mère qui n'a pas été à l'école et qui parfois au niveau de la pertinence de l'analyse, elle était beaucoup plus proche du réel que certains charlatans qui monopolisent l'expertise officielle présentée comme étant objective alors que ça ne l'est pas. Deuxième élément, je suis issu de l'immigration. Donc je fais exprès de le dire comme ça, c'est pas français. Ouais, donc là, par ailleurs, je vais peut-être faire plein de fautes de français aussi. Qu'est-ce que vous voulez, quand on est ch'ti, on n'est pas tout à fait bien intégré à la culture française. Donc m'en veuillez pas si je fais des fautes d'orthographe et de grammaire. En plus, j'assume pas mal. Et ça me fera plaisir à des moments, je vais un peu déraper en ch'ti. Donc là, par contre, si vous ne comprenez pas le ch'ti, vous me le dites. En tout cas, je suis issu de l'immigration, et ça, c'est un peu ambigu, parce que j'ai toujours su que dans la famille, on était issu de l'immigration, parce que ça se dit, ça se raconte, notre histoire est mélangée. Et puis en même temps, je l'ai jamais su. Je l'ai jamais su parce que j'ai jamais été regardé comme un issu de l'immigration. Les issus de l'immigration, c'était les autres. Et du coup, donc je le dis, je suis issu de l'immigration polonaise, italienne, donc il y a des Belges. Et puis comme vous savez, dans les quartiers populaires, à force de grandir, de travailler ensemble, ben, il arrive qu'on tombe en amour, et maintenant il y a des Marocains et des Algériens dans la famille. Et ma grand-mère dit l'Europe c'est nous. Mais par contre, du coup, je suis pas vraiment un issu de l'immigration, parce que comme vous le savez peut-être, cette immigration, en tout cas je vais rester sur la question des Polonais, les Polonais ont subi les discriminations et le racisme uniquement à la première génération. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas considérés comme français, et ils n'avaient pas accès au statut de blanc. Dans la hiérarchie sociale raciste, ils ont accédé à une relative égalité des droits, une égalité raciale entre guillemets, à la deuxième génération. Pourquoi je le dis comme ça? Les discriminations, les propos, l'inégalité d'accès aux droits, l'inégalité de traitement, étaient vécues que par les premières générations. À la deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, on a été blanchi et nationalisé. Ça fait un peu bizarre de dire comme ça, nationalisé, et blanchi, plus encore, j'y reviendrai après. Parce qu'on n'avait pas le statut de blanc, en fait, quand on subissait le racisme. Je pense un petit élément là-dessus, j'y reviendrai un peu après. Ce qui n'est pas du tout la même chose pour les autres frères et sœurs, voisins, voisines, collègues, qui eux sont issus de l'immigration coloniale et postcoloniale, et qui continuent à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération à être traités comme des Français ou des Belges, des étrangers de l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils n'ont toujours pas accès à l'égalité face au racisme. Ils continuent toujours à subir ces discriminations racistes. Et du coup, vous doutez bien que dans une trajectoire personnelle, ça change tout que d'être encore considéré comme un étranger de l'intérieur et subir le racisme dans sa chair, que seulement dans le fait que je suis objectivement issu de l'immigration, mais socialement je suis plus racialisé, racisé, je ne subis plus les discriminations et le racisme. Ça va à peu près quand je le dis comme ça? Ouais. Troisième élément, donc comme ça se voit peut-être ou pas, je suis un homme hétérosexuel, et du coup dans une société machiste et sexiste et homophobe, comme l'est la société française, belge et européenne, c'est-à-dire que depuis tout petit, je vis dans ma chair ce que c'est que le privilège de sexe, ce que c'est que d'appartenir à un groupe social dominant, pour lequel à un moment donné des portes s'ouvrent, non pas du fait de mes compétences, mais seulement de par mon sexe, justement, ou mon genre. Pour le dire autrement, dans ma trajectoire, en fonction des moments, je me trouve à vivre dans ma chair ce que c'est que l'oppression du côté de l'appartenance à un groupe social dominé, et dans le moment je vis ce que c'est l'oppression, mais cette fois-ci comme appartenant à un groupe social dominant. Et ça change tout dans le rapport d'analyse vis-à-vis du monde, et y compris dans les prises d'opposition et les compréhensions de certaines choses. Donc pour le dire comme ça, ce que je vais donc vous proposer comme analyse n'est donc clairement pas neutre, elle est issue d'une histoire, d'une expérience sociale, d'une expérience politique et scientifique également. Du coup, je vous propose une analyse, je vais la défendre, je vais la batailler, j'y crois, j'ai envie de vous partager ça ce soir, mais il est possible que ça ne colle pas avec vos propres réalités, on en discutera tranquillement. Ça va pour ce point-là, en tout cas, je vais batailler ferme sur ce en quoi je crois, mais c'est pas parce que je bataille ferme voilà, que ça veut dire que forcément j'ai raison. D'accord? On est là aussi pour pouvoir discuter. Alors maintenant, je vais donc rentrer dans le déroulé de cette question du racisme. En précisant une chose, ce que je vous dis s'appuie non pas sur mon petit nombril qui serait très intelligent, mais sur les acquis des luttes que l'on doit aux personnes qui subissent le racisme en France, en Europe ou au niveau mondial, et donc tous ceux qui ont mené des luttes à la fois contre l'esclavage, la colonisation et le racisme contemporain,
et qui ont obligé à la fois les scientifiques, les politiques et n'importe quel type de citoyen à devoir affiner leur regard sur ce que c'est que le racisme en tant que concept, et ce que c'est surtout que le racisme en termes de réalité pratique. Pour le dire un petit peu rapidement, je ne sais pas si on a exactement la même histoire sociale de ce point de vue-là en France et en Belgique, donc à des moments peut-être on pourra mettre les choses en tension. Si je parle du contexte français, on a eu, nous, grosso modo, 3 âges de la lutte contre le racisme. Le premier âge, globalement, c'est après la Seconde Guerre mondiale, dénonciation du nazisme, etc., le racisme biologique, la hiérarchie entre les races. Bref, une lutte, le racisme, c'est seulement ceux d'extrême droite, c'est les fascistes. Deuxième âge de l'antiracisme en France. Ah, merde, il y a aussi des gens de droite, de centre, de gauche et d'extrême gauche qui sont aussi traversés par le racisme dans leur manière de penser, leur manière de faire. Problème, ils sont antiracistes de conviction, mais ils sont traversés par le racisme également. Deuxième âge de la lutte antiraciste, on considère que le racisme n'est pas seulement une intention politique, n'est pas seulement une conviction politique, mais qu'on peut être traversé par un contexte du racisme qui se retrouve à structurer nos manières de voir et nos manières de dire malgré nous. Ça a donné en France, les festivals sur l'interculturalité, la diversité, le vivre ensemble, pour le dire comme d'autres personnes. Voilà, on a servi la merguez et le couscous et le mafé à tout le monde, et puis on était contents et on pensait que ça allait changer le monde. Problème, troisième âge de l'immigration, des luttes de l'antiracisme, ça n'a rien changé des conditions matérielles d'existence des gens. Le racisme n'a pas reculé d'un iota, et donc les approches intellectuelles et les modes d'action qu'on mettait en place n'ont pas fait reculer le racisme. Du coup, il y a une évolution. Troisième âge de l'antiracisme, c'est le moment où le racisme est regardé plus que comme des idées, mais aussi comme des réalités, des inégalités matérielles, des inégalités pratiques, des discriminations. Et donc maintenant, je vais dérouler un petit peu. Et donc, je le dis bien, c'est du fait des luttes des personnes premièrement concernées, qui ne se satisfaisaient pas d'un entre-soi confortable des blancs antiracistes, notamment, qui squattent pas mal l'antiracisme. Et bref, il a fallu affiner un petit peu tout ça. Donc du coup, je vous disais, la question de l'émergence du paradigme de la lutte contre la discrimination. Le paradigme, c'est un grand mouvement de pensée et d'action où on renouvelle complètement la façon de penser l'antiracisme, et notamment sur la question des pratiques. Ça, je ne sais pas si c'est déjà évident pour vous. Quand c'est déjà évident, que vous me faites des grimaces, genre vas-y passe, ça c'est bon, on l'a déjà entendu. Si je vous dis que les discriminations, vous savez qu'il y a des discriminations sexistes, discriminations homophobes, et là ce soir on va plus particulièrement parler des discriminations racistes. Les discriminations, en tout cas, c'est une inégalité de traitement. C'est pas une différence de traitement. C'est une inégalité de traitement à la fois injuste et illégitime. D'accord? Et donc le contraire des discriminations, en tout cas j'ai bien rappelé ça en contexte français, je ne sais pas quel mot vous employez en Belgique, mais ce n'est pas la discrimination positive. Le contraire de la discrimination, c'est l'égalité. C'est un petit peu plus simple, du coup. Alors pourquoi je dis que les discriminations, c'est une inégalité de traitement et pas seulement une différence de traitement? Être égalitaire, si ici, admettons, c'est l'exemple que je prends souvent, ici il y a des gamins, ils ont entre 0, 1 an et 2 ans. Puis là, il y a des 5 ans, là, il y a des 15-25, vous savez, la jeunesse qui a faim, et quand ils bouffent comme 2 ou comme 3. Et puis, je sais pas, il y a des 30-60, et puis des plus de 60-70 ans. Et puis qu'on nous dit que faire un traitement égalitaire, c'est donner exactement la même nourriture à tout le monde. C'est un traitement équivalent. On ne fait pas de différence. Et donc, si je fais un plat qui est très consistant, je vais donner le plat très consistant pour les gamins qui allaitent ou qui boivent du biberon. Ah non, parce que si je fais une différence de traitement, c'est une discrimination, ça. Et puis je vais donner une portion aux jeunes qui crèvent la dalle. Et puis je vais obliger les personnes âgées, qui ont un appétit parfois plus restreint, à manger une grosse proportion, etc. Ça, c'est un refus de faire une différence. L'égalité, c'est pas ça. L'égalité, c'est prendre en compte la question de la justice sociale, et c'est aussi, du coup, la question de donner à chacun en fonction de ses besoins. C'est de s'adapter aussi au contexte des personnes, etc. Donc là, dans ce cas-là, un traitement égalitaire, ça serait de donner une nourriture qui soit adaptée à la fois à chaque personne en fonction de l'âge. D'accord? Ça va à peu près sur ce truc-là, d'égalité, différence, parce que du coup, c'est des fois des choses qu'on entend. L'égalité, ça veut dire qu'on doit tous être habillés pareil, qu'on doit tous être traités pareil, que je ne veux plus voir une seule tête dépassée. Non, non, ça, c'est pas l'égalité, ça, pas du tout. Ça, je sais pas, c'est un systématisme totalitaire qui met tout le monde dans des boîtes, l'uniformisation. Ça n'a jamais été l'égalité, en tout cas, ça n'a jamais été l'égalité dans la bouche
des milliards d'hommes et de femmes qui se sont battus pour cette idée de justice sociale et de ce contenu qui était le terme d'égalité. D'accord ? Les discriminations, elles ont 3 formes. La première, c'est une discrimination souvent qu'on dit une discrimination directe. C'est, en tout cas dans une offre d'embauche, je suis raciste ou je suis sexiste, et j'ai 2 CV de 2 candidats qui ont le même diplôme, le même parcours, qui ont les compétences pour accéder au poste, qui savent faire le métier pour lequel je suis en train d'embaucher, et qu'il y a 2 personnes qui ne sont pas retenues uniquement du fait d'un critère injuste et illégitime. Une personne, je ne la prends pas parce que c'est une femme et moi je veux que des hommes, et que les hommes qui sont intelligents, c'est connu. Les femmes, elles ont un problème, elles sont beaucoup dans l'émotion quand même, elles ont du mal à prendre des décisions rationnelles, elles sont plus dans l'émotivité, ça c'est du sexisme pur. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques travailleuses sociales, comment vous dites chez vous, du coup c'est pas travailleuse sociale, c'est... On dit travailleuse sociale aussi. Ça arrive souvent qu'il y ait des discriminations sexistes de ce type-là. Ah non, quand même, dans l'équipe, on ne va pas nommer une femme en chef de service ou en direction, parce qu'elle risque d'avoir du mal de prendre des décisions. Il faut faire preuve d'autorité, de charisme, etc. Machin. Enfin bref, comme quoi des femmes ne seraient pas en situation de pouvoir exercer des postes d'autorité. Ce qui me fait bien rire quand on sait, par exemple en France, on a eu, nous, du coup, la numéro 1 du syndicat, le MEDEF, c'est le syndicat des patrons chez nous, qui n'est pas juste un syndicat de patrons et d'entrepreneurs, c'est un syndicat radicalement, enfin très conservateur, très néolibéral. Et on a eu une femme à la tête de ce syndicat-là. Or, ce syndicat n'est pas tellement connu en France pour son féminisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'a eu aucun problème à être numéro 1, d'avoir le pouvoir dans cette structure-là, d'accord ? En tout cas, et puis deuxième élément, je dis il y a 2 personnes qui ont le profil de poste, mais il y a une personne que je ne prends pas du fait de sa religion, du fait de sa couleur de peau, de son origine immigrée, ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est une discrimination. C'est-à-dire que les personnes correspondent au travail, mais moi je décide intentionnellement, je ne veux pas de noirs et d'arabes, d'asiatiques, je ne veux pas de roms, je ne veux pas de musulmans, je ne veux pas de juifs. Ça, c'est de la discrimination directe, parce qu'elle est intentionnelle. La discrimination indirecte, c'est une deuxième forme de discrimination, et celle-là, elle est plus délicate, parce que la discrimination indirecte, on peut se retrouver à discriminer, alors qu'au niveau de nos idées, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est contre le racisme et contre le sexisme. Mais notre pratique, notre façon de fonctionner, peut produire un résultat inégalitaire. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est l'exemple que j'aime bien prendre, parce qu'il essaie, je ne sais pas si vous avez vu dans des réunions associatives ou différents types de réunions, il y a des moments où il faut prendre la date. Il faut prendre une date de la prochaine réunion. On sort tous les agendas. Et le premier critère qui nous sert à prendre une date de l'agenda, c'est la disponibilité des agendas des uns et des autres. Soit c'est pas sexiste, c'est pas raciste. Le critère, c'est la disponibilité. Et puis, pour plein de raisons diverses et variées, les réunions se font à 16h30, ou plutôt à 20h, 20h30. Ah, tiens, et réunion suivante, et puis encore les réunions suivantes, parce qu'on les fait toujours à cette heure-là, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas de femmes qui viennent dans les fameuses réunions. Et là, on va se dire, ouais, mais c'est parce qu'il y a un héritage historique, encore une fois, où les femmes, elles ont du mal à sentir que les espaces de décision et de politique, ça leur appartient aussi. Elles ont beaucoup de préjugés, de représentation, que c'est pas pour elles. Ou alors, elles manquent de citoyenneté, elles ne s'intéressent pas. Vous savez, en plus, on fait des réunions dans les quartiers populaires. Les parents, ils ont du mal à prendre leurs responsabilités quand même. Enfin, faut les pousser un petit peu pour qu'ils soient des citoyens actifs et responsables. Ah oui, et puis là, on a oublié de poser une chose. Dans le fonctionnement sexiste de notre société, bah, du coup, qui va chercher les gosses à 16h30 et qui s'occupe des gosses le soir? Donc effectivement, on va avoir une surreprésentation masculine au moment de la réunion, du fait d'un critère qu'on a pris, mais qui n'a pas pris en compte, lui, les inégalités systémiques présentes dans la société, n'a pas pris en compte les effets du sexisme. Ça va à peu près sur ça? C'est indirect parce que c'est pas volontaire, mais ça crée une inégalité sexiste à l'arrivée. C'est le résultat qui nous intéresse pour dire qu'il y a discrimination sexiste ou raciste. Or là, c'est pas seulement discrimination éventuellement que sexiste qui peut se produire à ce moment-là, ça peut être aussi une discrimination raciste. Alors là, normalement, je vous vois carrément de quoi il parle, c'est quoi ce délire, n'importe quoi. Et puis même une discrimination de classe, d'ailleurs. Parce que éventuellement, on va pouvoir se rendre compte qu'il va y avoir des femmes qui seront présentes. Et puis, c'est peut-être des femmes qui ont comme marge de manœuvre pour lutter contre le machisme de leurs hommes, le porte-monnaie. Parce que c'est des femmes de classe moyenne ou classe supérieure, donc ce soir-là, elles vont pouvoir se payer une assistante maternelle, une personne qui va faire du babysitting et qui va pouvoir exceptionnellement garder les enfants ce soir-là. Donc là, on a une dimension de classe sociale qu'il faut pouvoir prendre en compte, parce que du coup, les femmes qui n'ont pas le porte-monnaie
qui leur permet de compenser cette inégalité-là, ne vont pas pouvoir avoir une roue de secours. Pendant ce temps-là, les mecs, ils s'en sortent toujours. Hein. D'accord ? C'est de l'aménagement antisexiste, mais les gars sont toujours pas attaqués. Et puis éventuellement, ça redouble d'une discrimination raciste aussi, encore une fois, indirecte. C'est un processus, pas volontaire, mais ça devient un résultat. Au moment où on peut se rendre compte éventuellement, bah tiens, qui garde les gosses des hommes et des femmes qui se sont libérés et rendus disponibles. Je ne sais pas quelle est la structure raciale, enfin sexuée, racialisée et de classe vis-à-vis de la garde des enfants. En France, la plupart des femmes qui gardent les enfants sont issues du milieu populaire. C'est des femmes, et elles sont souvent immigrées, étrangères ou issues de l'immigration. Autour d'une simple question d'agenda disponible, le fait de ne pas prendre en compte les processus inégalitaires systémiques peut aboutir à une reproduction à la fois sexiste, raciste et de domination de classe, alors qu'a priori, encore une fois, j'espère que je suis clair sur le déroulé, le critère qui nous a fait choisir n'était absolument pas intentionnel. C'est le résultat d'un fonctionnement qui fabrique de l'inégalité en termes de résultats. Ça a été une grande découverte, à la fois dans les luttes antisexistes, antipatriarcales, etc., et dans les luttes antiracistes, de comprendre ce fonctionnement-là un peu systémique. Et la troisième forme de discrimination, du coup, elle est justement dite la discrimination systémique. Celle-ci, c'est le fait qu'on regarde qu'au bout d'un moment, peuvent s'enchaîner dans des trajectoires de vie de personnes ou de groupes l'addition répétée de discrimination à la fois directe, intentionnelle, raciste, et discrimination indirecte, non intentionnelle. La personne n'est pas raciste, mais le résultat inégalitaire est lui raciste, qui se cumulent par des petites anecdotes, des petites choses anodines, mais qui, à force de se répéter, finit par faire système et produit globalement une inégalité structurelle. Ce n'est pas seulement occasionnel, d'une personne qui a entendu une fois un propos agressif dans la rue du fait de sa religion, mais qui l'entend plusieurs fois dans la rue, qui l'entend dans les médias, qui l'entend quand qu'elle est confrontée à l'administration pour accéder à un droit, qu'il l'a au moment où il se retrouve à vouloir accéder au travail, qu'il le rencontre au moment d'accéder au logement, à l'école, qu'il le rencontre quand il y a des fêtes culturelles, quand il y a des pièces de théâtre, bref, où on cumule, au bout d'un moment, à la fois un certain nombre d'idées qui reproduisent des clichés, des stigmatisations, etc., mais à la fois des fonctionnements qui produisent, au bout d'un moment, des destins sociaux inégalitaires, où les personnes se retrouvent plus systématiquement en bas de la hiérarchie sociale, par exemple, en tout cas surconfrontées à l'oppression. C'est un peu ça qu'on appelle les discriminations racistes, c'est le résultat global du fonctionnement de notre société. Ça va à peu près sur ça. Je vais y revenir un petit peu après. Non ? La discrimination, en fait, c'est quelque chose que j'aime bien pouvoir dire. Par exemple, quand on essaye de nommer qu'est-ce qui se joue, c'est quoi le système social qu'il y a derrière du harcèlement sexiste, du harcèlement sexuel. Ça, c'est une pratique immédiate d'un individu qui est harceleur. Et souvent, le système qu'on identifie derrière, on va dire, c'est lié au sexisme, ou c'est au patriarcat, ou au machisme. Il y a plein de mots différents, de différentes manières de le nommer. Sauf que Monsieur Patriarcat, il n'existe pas. Monsieur Patriarcat, c'est pas une personne qui se promène dans la rue et qui réalise à un moment donné des formes d'offenses faites aux femmes, de violences faites aux femmes. C'est pas une personne, c'est un système. Et de ce point de vue-là, il est un peu abstrait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien ce que c'est. Abstraitement, c'est un mot, c'est un concept. Par contre, ce concept-là, il permet bien de rendre compte de la vie, de l'expérience, pas seulement individuelle des femmes, mais de l'expérience collective des femmes en tant que groupe social dominé face au groupe social des hommes. Et c'est là où, à un moment donné, des petites expériences isolées dans un vécu de femme, quand elles se répètent, elles créent une place particulière face, dans une place de dominé inégalitaire, du point de vue de cette oppression systémique qui est le machisme et le sexisme. Et du coup, c'est un petit peu cette logique-là, quand on a le racisme en tant que système. Le racisme, c'est pas juste des personnes, c'est pas la brebis galeuse dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pas seulement, ouais, on connaît le vieux ou la vieille là, du quartier qui n'ont pas digéré la guerre d'Algérie et qui, à chaque fois qu'ils voient un arabe ou un drapeau algérien, c'est reparti, ils veulent nous refaire la guerre d'Algérie en Europe. Bon, bah ça, on le sait, qu'il y a une histoire particulière sur cette personne qui est particulière. Or, la question du racisme, c'est pas seulement où je crois que vous avez les mêmes un peu chez vous. Chez nous, maintenant, on les appelle plus les skinheads néo-nazis, on les appelle les identitaires. Ils ont changé de stratégie.
Ils s'affichent plus néo-nazis, par exemple, ils ont plus le bras levé que je vais pas faire. Mais maintenant, c'est comme ça qu'ils font, et avec les deux bras. Du coup, quand on les voit plus, on reconnaît plus ce que c'est. Pour ceux qui sont attentifs aux évolutions de l'extrême droite, quand il y a les deux bras levés chez nous, c'est les identitaires, c'est les anciens skinheads néo-nazis, qui vont plus forcément avoir des discours, des citations d'Hitler en public, mais qui vont dire il faut quand même qu'on soit capable de défendre l'identité chrétienne, européenne, chrétienne et blanche face à l'invasion auquel on a à faire face. Et donc il faut qu'on défende nos racines, il faut qu'on soit fier de nos racines. Bah, c'est vachement ambigu ça, parce qu'il y a une partie, être fier de ses racines. En quoi c'est raciste, dit comme ça? Quand on dit défendre l'identité chrétienne blanche de l'Europe menacée face à l'invasion, ça je suis pas sûr qu'on retrouve normalement comme objectif d'un festival interculturel, antiraciste, etc. C'est pas tellement cette manière de faire là. Mais en tout cas le vocabulaire a bien changé. On n'est plus dans une manière de dire très flagrante de l'extrême droite historique, qu'on identifiait très très rapidement. L'extrême droite se renouvelle. Les fascistes, pour reprendre ce terme-là, se renouvellent, ont appris à mettre des cravates sur leur langue. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils arrivent à s'imposer de plus en plus aux urnes. Je vais essayer de revenir, j'espère que ça éclaire un peu, mais je vais essayer de revenir un petit peu sur cette question du systémique là. En tout cas, il faut retenir l'idée d'un système social. Certes, les individus participent de la création de ce système inégalitaire, mais à un moment donné, c'est pas forcément nous individuellement et directement qui participons. Je vais peut-être prendre un autre exemple sur la violence faite aux femmes. Et ça, c'est notamment Christine Delphi, qui est une féministe historique matérialiste, à qui je dois beaucoup, puis d'autres, Daniel Kergoat, enfin bref, excusez-moi, je ne vais pas vous sortir tous les noms, et, Patricia Romito, qui a bossé sur la violence faite aux femmes, et qui disait à un moment donné, sur la question de la violence faite aux femmes, tous les hommes ne sont pas violents. Alors après, attention, tous les hommes ont le potentiel de l'être. Et ça, c'est une autre question, d'accord? Tous les hommes ne sont pas violents. Par contre, tous bénéficient de la violence, de la fraction armée du patriarcat, c'est le terme que j'aime bien dire. Quand toutes les femmes ont peur à un moment donné, possiblement directement ou indirectement, d'une possibilité de la violence sexiste, à un moment donné, moi en tant qu'homme, je participe d'un climat dissuasif pour certaines femmes d'accéder à des postes, à des fonctions, à des expériences. Et à un moment donné, le fait que des femmes ne se positionnent pas sur les mêmes expériences que moi, je ne suis pas violent, mais je participe à un moment donné de la violence des autres. Je ne sais pas si ça va à peu près comme exemple. Non, c'est pas évident. Je profite, ouais. Alors je ne participe pas de la violence, mais je participe du patriarcat. Je vais vous donner un autre exemple un peu plus concret par rapport à ça. Et c'est là aussi où la question du système social se tient. Le fait que des hommes soient violents, le fait qu'il y ait certaines places dans le travail, dans le métier, où quand on est un homme, on a un avantage systémique vis-à-vis d'une femme. Moi, à titre personnel, par exemple, si je prends sur la question de la prise de parole, aujourd'hui, si je suis sociologue, c'est pas parce que je suis né avec un micro dans la bouche et que je sais très bien parler. Pas du tout. C'est pas du tout mon histoire sociale. Je vais pas vous détailler tout ça. En tout cas, j'ai appris à faire ce métier-là. Et comme par hasard, je me suis rendu compte que dans les lieux où moi j'ai appris, donc les lieux d'auto-éducation populaire, dans les débats, etc., des choses qu'on avait organisées, à un moment donné, dans le début de ma trajectoire, j'étais absolument pas clair, je partais dans tous les sens, encore pire que ce soir. C'était vraiment pas clair. Comme pas mal de gens qui se font leurs premières armes à prendre la parole en public. Enfin, c'est chaud, quoi. La première fois, tu es dans un débat, même quand t'as pas le micro, tu es comme ça, t'organises pas tes idées, c'est tout le fouillis, etc. Et comme par hasard, on constate qu'on n'est pas égaux sur la prise de parole. On constate que des personnes ne se posent même pas la question de savoir si ce qu'ils ont à dire, c'est intelligent ou non. Des personnes prennent la parole et le disent, même quand c'est stupide. Et d'autres personnes ne prennent pas la parole alors que ce qu'ils ont à dire, c'est fondamental pour faire avancer le débat. La question de la confiance en soi, y compris vis-à-vis de la prise de parole, on n'est pas égaux par rapport à ça. Et ensuite, on n'est pas égaux dans l'art d'apprendre à prendre la parole. C'est-à-dire que c'est une pratique. On n'est pas avec, on apprend à prendre la parole, donc on pratique petit à petit. Et moi, je me suis aperçu très concrètement que mon non-savoir-faire, en fait, à un moment donné, était compensé par une forme d'écoute plus positive dans un public, quand c'était un homme qui prenait la parole, que ce soit en milieu militant, institutionnel ou autre, que quand c'était des femmes. Où je constatais que parfois, d'ailleurs, on a fait des tests avec des copines, des camarades, on disait exactement la même chose, et une réunion sur deux, c'était elle qui disait ou c'était moi. C'était flagrant. Et on changeait de personne, c'est pas forcément moi, on prenait un autre gars, une autre fille, et on se rendait compte qu'il y avait
des degrés d'écoute ou de non-écoute qui étaient complètement différents. Alors pour ceux que ça intéresse, ça, tapez sur Internet Corinne Monet sur la répartition, l'inégale répartition du travail de conversation. Parce que ce que je viens de raconter, pas mal de femmes, et féministes, mais ou pas féministes, mais en tout cas pas mal de femmes ont vécu ça, l'ont décrit, et à chaque fois, oh, ça va avec tes trucs féministes, là, t'es toujours en train de... Oh, faut toujours que tu mettes le sexisme ou le machisme partout, c'est bon, et il y en a qui savent mieux parler que d'autres, ils sont mieux écoutés quand même, faut que tu l'admettes aussi à un moment donné. Et Corinne Monet, avec d'autres féministes du coup, elles ont essayé de systématiser l'analyse quantitative de plein de situations de prise de parole, donc sur la répartition du travail de conversation. Et en fait, dans l'étude quantitative qu'elles ont faite, elles se sont aperçues que, et d'ailleurs je vous invite à le faire, dans n'importe quelle assemblée, n'importe quel débat, n'importe quelle réunion, cochez sur votre petite note. Qui prend la parole en premier? Et systématisez-le. Qui coupe la parole à qui? Qui parle longtemps? Et regardez aussi quel est le degré d'écoute d'une salle vis-à-vis des interlocuteurs. Et faites attention à ça en fonction du sexe ou du genre. Faites attention à ça en fonction de la couleur de peau, de l'origine ou de l'exposition au racisme, et vis-à-vis de la classe sociale. Même de l'âge, on pourrait rajouter aussi, parce que c'est le 4e rapport social inégalitaire. Et c'est assez affolant, vous verrez, elle le décrit, donc les résultats statistiques de ça. Et du coup, après, tiens, comme par hasard, on s'étonne quand on voit le côté systémique et pas systématique. C'est ça la différence entre le systémique et le systématique. Le systémique, c'est que c'est une inégalité qui se reproduit très largement et majoritairement. Systématique, ça voudrait dire que c'est tout le temps. Or non, on voit bien que la domination et l'oppression, elle n'est pas systématique, ça c'est pas vrai. Par contre, elle est systémique dans le sens où elle se vérifie statistiquement. Majoritairement, les hommes sont privilégiés dans les sociétés européennes, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui, pour des situations très concrètes, sont pas privilégiés par rapport à une autre femme qui serait plus dominante. D'accord? Mais systémiquement, les hommes sont en situation d'avantage vis-à-vis du sexisme par rapport aux femmes. J'essaierai de redonner un autre exemple après, si ça va? Ouais? Ça marche. Alors maintenant, très bien. Maintenant, je voudrais justement pouvoir aborder un peu plus, donc là je vous avais fait un petit topo sur les 3 formes de discrimination, et là je voudrais revenir sur la question du racisme en tant que tel, qui est une des formes d'un des systèmes sociaux qui alimentent les processus de discrimination, notamment les discriminations sexistes du coup. Des chercheurs de l'URMIS en France, un laboratoire de recherche qui bosse sur le racisme, en piquant aussi les idées à des mouvements militants nord-américains, algériens, afro, je sais pas, enfin bref, plein de différents types de mouvements. Et donc il nous amenait à être attentifs sur le fait que le racisme avait 3 formes sociales qui s'alimentent pour faire système. La première, c'est le racisme idéologique. Donc ça, en principe, on arrive à peu près à l'identifier. C'est justement le nazisme est une idéologie raciste et fasciste. Le colonialisme est une forme d'idéologie aussi raciste qu'on peut identifier. C'est une idéologie dans le sens où c'est un système de pensée structuré, convaincu de lui-même, qui assume l'existence des races et ensuite qui assume l'existence de l'inégalité entre les races, donc il y a des races supérieures et des races inférieures. Ça, c'est le racisme idéologique auquel on a l'habitude, c'est ce racisme-là d'extrême droite qui s'assume, qui se reconnaît comme tel, etc. C'est une des formes, on est dans la sphère des idées là. Après, il y a d'autres formes de racisme idéologique qui sont un petit peu plus, entre guillemets, modernes. La théorie du choc des civilisations, par exemple. La guerre des civilisations, le choc des civilisations. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Notre civilisation est menacée. Il faut qu'on fasse attention. L'identité, j'en parlais tout à l'heure, l'identité judéo-chrétienne de l'Europe. Les blocs de civilisation, le bloc chrétien contre le bloc musulman, contre le bloc juif, et cette vision de la société compartimentée en civilisation d'ailleurs religieuse, c'est une des formes modernes du coup de ce que Hitler, lui, il appelait la guerre des races, et on a modifié ce discours-là vers une guerre des civilisations. Elle-même, la théorie de la guerre des civilisations, elle trouve ses racines dans l'histoire coloniale, mais ça j'y reviendrai après. Alors du coup, pourquoi je dis que c'est une forme d'idéologie aussi? Parce que du coup, tout simplement, ça postule l'existence de ces civilisations-là, ça postule l'existence de civilisations homogènes, en gommant les éléments de conflit et de tension qu'il peut y avoir au sein de ces soi-disant groupes culturels qui seraient homogènes.
Ensuite, ça postule la question de la hiérarchie entre les civilisations. Je rappelle que là, il y a clairement une continuité coloniale. La civilisation judéo-chrétienne, d'ailleurs, je le rappelle au passage, avant, c'est la civilisation chrétienne. Les juifs étaient inférieurs, enfin, étaient en dehors de ça. Depuis la Seconde Guerre mondiale, hop, on a fait basculer les juifs dans ce bloc judéo-chrétien. Auparavant, au niveau historique, la construction même de l'Europe n'incluait pas les juifs dans la construction de l'identité européenne. On disait l'identité chrétienne. Ça fait quelques années, si vous êtes attentif à ça, on a basculé du côté de l'identité judéo-chrétienne. Donc la question de la hiérarchie, ça veut dire, par exemple, qu'on estime que la civilisation chrétienne est supérieure culturellement, scientifiquement, enfin de plein de qualificatifs, aux civilisations qu'on appelle parfois arabo-musulmanes, aux civilisations musulmanes, ou aux civilisations bouddhistes, ou aux civilisations africaines, enfin bref. Donc on est toujours dans cette idée-là, non seulement d'existence des blocs culturels, mais en plus de ça, de leur hiérarchisation. Avec ce vieux couple, c'est là où je rappelle qu'il est issu de la colonisation, les barbares et les civilisés. Cette lecture des choses-là, elle est fondamentalement inscrite dans l'histoire coloniale pour le coup, et qui ne s'est pas rejouée plus tard qu'avec le 11 septembre et les attentats aux États-Unis. Le retour de la théorie du choc des civilisations, qui n'est pas née à ce moment-là, elle est née seulement une dizaine, vingtaine d'années auparavant, mais elle ne circulait dans la société que dans une frange très conservatrice, si ce n'est de l'extrême droite, de la droite extrême aux États-Unis. C'était une théorie qui n'était pas du tout validée par aucun scientifique dans le monde entier, quoi. Elle venait vraiment d'un périmètre très particulier. Et à partir du 11 septembre, cette théorie-là du choc des civilisations a pris une ampleur au niveau mondial, et on nous a fait croire, du coup, que l'essentiel du problème des gens dans le monde, c'est là où je dis que c'est vraiment de l'idéologie. La théorie du choc des civilisations, c'est Bernard Lewis, c'est Samuel Huntington, qui ont dit que l'essentiel des conflits liés à la société industrielle, répartition de la pauvreté, lutte des classes, lutte pour le pouvoir, démocratisation de la société, tous ces enjeux-là, c'était fini. Le bloc de l'Est était tombé, maintenant ça allait être l'égalité partout, le capitalisme allait être le système dominant au niveau mondial, et que maintenant, le principal enjeu, tout le monde allait devenir, sinon riche, au moins de classe moyenne, au bout d'un moment, tout va bien. Donc la question de la pauvreté ou des injustices de classe, elle allait plus se poser en fait. Donc on n'allait plus avoir de conflits inégalitaires, c'est la thèse de ces courants de pensée-là. Maintenant, l'essentiel des conflits, allait être des conflits identitaires. Et c'était une thèse qui a été rabâchée dans les médias, dans les politiques, au niveau de l'université parfois, avec des gros clashs aussi internes. Mais dans l'opinion publique, cette thèse, elle a commencé à avoir l'impression d'avoir au moins même si on n'est pas d'accord et des fois ça grince, elle a gagné en légitimité, en notabilité. C'est un courant de pensée comme un autre, ça peut se défendre, pourquoi pas. Moi j'aime bien rappeler ça, quand cette thèse-là elle a commencé à être posée dans le contexte français, aller dire que dans les quartiers populaires et les banlieues en France, la question des inégalités économiques ne se pose plus, que la question de la précarité ne se pose plus, la question du chômage ne se pose plus, la question des risques de la chute sociale radicale et de tomber à la rue, etc. ne se pose plus, que la question de l'égalité des droits, c'est bon, tout le monde y a accès, que les inégalités de classe en matière d'accès aux droits ne se posent plus, que la question des inégalités sexistes ne se pose plus, que la question des inégalités racistes ne se pose plus, bref, que maintenant on a juste des conflits identitaires, les juifs contre les musulmans, contre les chrétiens, contre... C'est-à-dire l'essentiel de la vie des gens n'est pas structuré autour de « j'ai peur de mon voisin juif, j'ai peur de mon voisin musulman ». L'essentiel des problèmes ordinaires des gens, et ça si vous voulez on peut en débattre, parce que du coup je ne vous ai pas ramené tout l'attirail, mais en France par exemple, ça fait 30 ans que la question du chômage, c'est la première inquiétude des Français. Le chômage, dans les politiques publiques, ça fait partie des dernières choses sur lesquelles on essaye d'agir. Par contre, la question de l'insécurité, soi-disant la lutte contre la délinquance, etc., la question de rassurer le Français qui se sent un peu mal dans son identité franco-chrétienne de je sais pas quoi, ça c'est un enjeu qui paraît être extrêmement important. La plupart des gens, ils s'en foutent. Moi, je vous ai dit que j'étais issu du bassin minier, j'habite à côté d'Hénin-Beaumont, donc où Marine Le Pen, elle fait des gros scores, où le Front National, donc c'est notre parti d'extrême droite chez nous, qui ne veut plus qu'on l'appelle extrême droite d'ailleurs, mais ils le sont. En tout cas, publiquement, ils ne veulent plus être affichés à l'extrême droite. Et du coup, c'est pareil, dans le traitement médiatique, on nous fait croire que l'essentiel des anciens milieux ouvriers, de la classe ouvrière, comme on disait à l'époque, qu'elle soit communiste, socialiste, anarchiste, social-démocrate, chrétien de gauche, ou je sais pas quoi, ou musulman de gauche, ou j'en sais rien. D'ailleurs, j'aurais pas dû dire ça.
Je me le garde pour après, le musulman de gauche, si vous voulez bien. En tout cas, cette classe ouvrière qu'on aimait bien quand même à l'époque, hein, qui était sympa, qui s'est défendue, qui a lutté contre le nazisme en France, qui a fait gagner des droits, etc. Maintenant, elle ne vote plus à gauche, elle ne vote même plus à droite, elle est passée à l'extrême droite. Ça, c'est une thèse qui est répétée je ne sais pas vous, quel discours vous avez là-dessus, mais nous, c'est ce qu'on nous explique. Le principal électorat du Front National en France serait les classes populaires, les classes ouvrières. C'est faux et archi faux, jusqu'à aujourd'hui. Je ne dis pas qu'à force de répéter la vérité d'une thèse, qu'on finit pas par créer les conditions qu'elle devienne réelle. Mais le premier parti ouvrier de France, et le premier parti de France depuis 30 ans, c'est l'abstention. Les anciennes personnes qui votaient à gauche ou à l'extrême gauche dans le monde ouvrier s'abstiennent, ne votent plus, ne participent plus au jeu républicain et démocratique. Ils ne s'y retrouvent plus. Il y a effectivement une minorité d'individus anciennement de gauche et d'extrême gauche qui sont basculés à l'extrême droite. Mais c'est une véritable minorité. Par contre, on constate qu'il y a un corps ouvrier grandissant, une proportion d'ouvriers grandissant dans le vote Front National. Mais pour ceux qui ont fait un vrai travail d'enquête, ce ne sont pas des gens qui sont issus de familles de gauche. Ce sont les ouvriers de droite qui ont toujours existé dans l'histoire de la République. Il y a toujours à peu près 30 à 40% d'ouvriers qui votent à droite. Dans toute l'histoire du mouvement ouvrier, 30 à 40%. Et là, il se trouve qu'il y a une vingtaine, trentaine, 40% de cette partie-là qui s'est radicalisée, comme on dit, et qui se sont mis à voter à l'extrême droite. Donc c'est pas tant les ouvriers de gauche qui votent à l'extrême gauche qu'une radicalisation des ouvriers de droite qui ont basculé à droite. C'est peut-être un petit peu... Ça va à peu près quand je donne cet exemple-là. Deuxième élément, donc je reviens à mes musulmans de gauche là. Dans le bassin minier, donc en gros, quand tu es blanc, forcément, tu es passé à l'extrême droite. Puis en plus, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, on est tous les ch'tis, on est tous pédophiles, chômeurs et consanguins. Ça, faut y aller. Puis, on est passé au Front National. Et puis, quand tu es issu d'immigration, on va dire maghrébine ou d'origine musulmane, je ne sais pas très bien comment on peut dire, dans les médias actuels, c'est comme si je vais reprendre le même déroulé, ceux qu'on aimait bien quand ils étaient syndiqués de la CGT, et que ceux qu'on aimait bien quand ils étaient des militants des luttes anticoloniales, qui étaient au FLN, etc., et qui ont participé à des combats démocratiques, y compris des combats antifascistes, quand une bonne proportion des anciens colonisés sont venus se battre en Europe contre le fascisme. Donc ceux-là, on les aimait bien. Et puis on va nous dire, c'est le même processus, en fait. Ils étaient à gauche ou à l'extrême gauche, et ils sont passés à l'extrême droite. Ils sont allés passer à l'extrême droite musulmane. Les Daesh, les Al-Qaïda, etc. Pourquoi je fais exprès de parler de gauche et d'extrême gauche? Enfin, de gauche, droite, de se remettre ce clivage-là. Je ne sais pas en France comment on nomme ça. Moi, dans tous les débats que je fais à chaque fois, je demande aux gens, est-ce que vous connaissez, sur le critère religieux, là, parce que je reviens à mon truc de choc des civilisations, on nous dit que c'est des civilisations qui s'opposent. Et je demande aux gens, est-ce que vous connaissez des organisations chrétiennes de gauche? Ben oui. Des organisations chrétiennes d'extrême gauche. Ouais, j'en connais, syndicales, politiques et tout, ouais. Chrétiennes du centre, de droite, et l'extrême droite. Tout le monde peut m'en citer quelques-unes. Chez les protestants, pour d'autres raisons, c'est un peu plus délicat. Dans les partis protestantes de la France, les gens vont tous penser à des gens, mais ils connaissent la CIMAD, par exemple, chez nous, c'est une organisation plutôt protestante, œcuménique, comme on dit, elle est plurireligieuse, mais elle est plutôt située à l'extrême gauche chez les protestants à l'origine. Et puis on a l'extrême droite protestante qui est connue aussi en France. Et puis chez les juifs, ah tiens, c'est marrant, chez les juifs, c'est plus compliqué. Comme par hasard, les gens ne voient pas, n'arrivent pas à remettre le clivage extrême droite, extrême gauche. Pour information, on a aussi des organisations d'extrême droite et d'extrême gauche chez les juifs. On a la LDJ chez nous, c'est les skinheads juifs, c'est l'équivalent des skinheads néo-nazis. C'est des gens qui vont tabasser des gens dans la rue, qui ont des pratiques violentes, autoritaires, illégales, qui ont été condamnés par la justice française à plusieurs reprises, et qui sont dans une logique d'extrême droite, y compris de racisme, de supériorité de la race juive, de la religion juive, etc. Donc c'est un discours classique d'extrême droite. Et puis, on a des gens qui sont de droite, de centre, de gauche ou d'extrême gauche, et qui s'opposent à ce discours-là de la hiérarchie des civilisations et des religions. Par exemple, chez nous, on a l'Association française Juifs pour la paix, qui est située très à gauche dans l'échiquier politique. Ça va à peu près quand je le dis comme ça, juste pour redire que même chez les Juifs, je ne sais pas chez vous, mais même sur la question du rapport à l'État d'Israël et à la question palestinienne, par exemple, dans la manière dont c'est traité dans les médias français, c'est comme si tous les gens qui sont ou juifs pratiquants, ou non pratiquants, mais d'origine juive, ou non pratiquants et croyants, mais ils ne pratiquent pas, ou ils sont athées,
contre la religion, et ils y croient plus, mais ils ont quand même une histoire juive qui structure leurs valeurs, leur vision du monde, etc. Donc il y a tout là dans la situation juive française pour la paix. En France, dans le média, c'est comme si dès que tu es juif ou d'origine juive, forcément tu es contre les revendications palestiniennes et que tu soutiens les politiques de l'État d'Israël. Ce que dénoncent en permanence les juifs antisionistes, ceux qui sont opposés à la politique coloniale et raciste de l'État d'Israël. Dire comme ça peut être extrêmement choquant. Je ne sais pas en Belgique comment ça se passe, vous ce débat-là, mais chez nous, il y a difficile à voir. Et du coup, c'est assez troublant de pouvoir remettre de la politique derrière la religion. De pouvoir redire à un moment donné, une personne, on ne peut pas la juger sur ses pratiques, ses conceptions, son projet politique, ou uniquement par sa culture ou par sa religion. Il faut regarder ce qu'elle défend concrètement, quelles sont ses pratiques, quelles sont ses prises de position citoyennes et politiques pour pouvoir la requalifier au niveau de la droite et de l'extrême droite. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien rappeler les questions de Daesh et d'Al-Qaïda. Ils sont situés à l'extrême droite de l'échiquier politique dans le monde musulman ou d'Occident, ou hors de l'Europe en tout cas. Et ça c'est curieux, dans les analyses qu'on fait des attentats terroristes qui ont eu lieu en France, on ne resitue pas politiquement de qualifier quels sont les courants. Et pourquoi pour moi c'est extrêmement important de résister à cette théorie du choc des civilisations, c'est que dans le contexte actuel, quand on voit derrière chaque musulman un terroriste de Daesh et d'Al-Qaïda potentiel, ça change tout quand on remet la proportion dans le monde musulman, statistiquement, qui défend ces courants-là. Une extrême minorité située à l'extrême droite. L'essentiel du monde musulman se répartit sur l'échiquier politique des prises de position éthiques, qui soient de droite, de centre, de gauche et d'extrême gauche. En fait, l'essentiel du monde musulman ne se retrouve pas dans cette captation d'une pratique, d'un projet de société, etc. Et là, si on remet de la politique, ça change tous les enjeux. Parce que si on se perçoit les uns les autres uniquement en fonction de nos religions ou de nos appartenances, effectivement, on tombe dans cette théorie du choc des civilisations, et pour moi, on n'a pas du tout les mêmes points de repère et les mêmes points d'appui. Si vous voulez, on pourra y revenir un petit peu après. Je vais conclure sur un élément qui est de pouvoir se rappeler quand on parle du racisme, y compris de revoir à quel point ce racisme est plus systémique que seulement un racisme individuel ou un racisme moral. J'aime bien rappeler tout simplement quelles sont les causes et les origines du racisme. Il arrive, je ne sais pas comment ça se passe ici, que quand on parle du racisme, les gens disent « Ouais, mais en fait, ça a toujours existé, le fait que les gens ont des préjugés les uns sur les autres, qu'il y a toujours eu des gens qui n'aimaient pas la religion de l'autre, ou qu'il y avait des conflits de culture, d'ethnie ou de civilisation. Bon, ça arrive toujours, il faut qu'on fasse un travail pédagogique, d'ouverture à l'autre, etc. Mais ah, ouais, d'accord. Ouais, sauf que là, on est en train de confondre, c'est une proposition que je vous fais, on est en train de confondre la question de la xénophobie avec la question du racisme. La xénophobie, xénos, en grec, c'est l'étranger, et la phobie, c'est la peur. La peur de ce qui est étranger, ce que je ne connais pas, est un processus transhistorique, anthropologique, qui date depuis longtemps. Deux villages belgo-belges, depuis je ne sais pas combien de temps, ils ont des rapports de xénophobie, parfois de tension, parfois d'amour et d'alliance, mais parfois de conquête et de combat, y compris juste au niveau d'un village. Et puis au niveau des États ou de territoires, il y a toujours eu des conflits entre États, des rapports de domination, ça il y en a toujours eu, des rapports guerriers, de conflits, etc. Par contre, le moment où le racisme, comme un des systèmes de domination apparaît, pour que le racisme existe, il faut qu'on invente l'idée de race. Et là, ça change tout. Du coup, j'y vais mon petit coupé sur la race. Les races n'existent pas biologiquement. Normalement, on nous l'a tous dit ça, à peu près. On dit que les races n'existent pas. On a plus, si on prend juste la question de la couleur de peau, d'ailleurs, moi j'aime bien dire ça socialement, je suis un blanc. C'est vachement bizarre, je ne suis pas blanc du tout, je suis beige, un peu bleu, un peu vert et un peu rose cochon. Pourtant, on va m'appeler blanc dans cette société-là. Et quand c'était les gens qui étaient issus de l'immigration polonaise, ils étaient regardés comme des Slaves, donc ce n'étaient pas des blancs. La race, le racisme, est fondé a eu besoin pour naître qu'on invente l'idée même de race. Et d'ailleurs, je vais vous donner deux exemples que j'aime bien prendre par rapport à ça. Les États-Unis, c'est un pays raciste encore, comme la France, au niveau institutionnel, mais c'est aussi un pays raciste dans le sens où ces catégories même administratives sont encore traversées par la question de la race. Sur votre carte d'identité, il est marqué ta race.
C'est quoi ta race, toi? Bah, je sais pas, moi c'est caucasienne, c'est blanc. Ah, toi, c'est quoi ta race asiatique? Toi, et ta race, toi, c'est noir. Et toi, c'est quoi? Bah ouais, bah, moi j'ai une mère latina et j'ai un père noir. Non, bah t'es noir. Les États-Unis fonctionnent avec des catégories encore raciales. Et j'aime bien rappeler ça pour comprendre à quel point le racisme, c'est une construction sociale. C'est une construction historique et une construction sociologique et politique. C'est une construction sociale. Aux États-Unis, les Irlandais et les Juifs, comme groupe socialement reconnu, identifié comme étant un collectif par l'État américain, je fais exprès de le dire comme ça, parce que moi, les Juifs, pareil, je ne sais pas très bien ce que c'est. En tout cas, les Juifs regardés par l'État américain, les Juifs et les Irlandais étaient considérés comme étant noirs quand ils sont arrivés sur le territoire français. Ce qui fait qu'un Irlandais, blanc de peau, yeux verts et roux de cheveux, quand il arrive aux États-Unis, il est regardé comme noir, comme une personne déportée, issue de la déportation esclavagiste, qui est d'origine sénégalaise ou du Congo, ou je ne sais pas quoi. Alors avec nos yeux, là, aujourd'hui, là, de là où on est, un noir, enfin, vous délirez les gars, quoi, ça ne nous paraît pas possible. Pourtant, à l'époque, c'est clair, c'est un noir. Les juifs, quand ils sont arrivés, qu'ils soient juifs séfarades, ashkénazes, qu'ils soient juifs marocains, arabes et juifs, ou juifs de Pologne, ou bref, quelle que soit leur couleur de cheveux, leur couleur de peau, ou qu'ils soient juifs d'Éthiopie, là pour le coup ils peuvent être noirs de peau, ils étaient regardés comme noirs. Et il y a des fabuleux ouvrages de sociologie qui disent « How the Jews became white and how the Irish people became white ». Comment les Juifs sont devenus blancs et comment les Irlandais sont devenus blancs. C'est un truc qui est délirant. Et du coup, quand ils regardent le processus, eh ben, au moment où les Juifs et les Irlandais étaient considérés comme étant des Noirs, c'est parce que leur insertion dans la structure de classe de la société américaine, l'immigration arrive toujours par le bas de la pyramide sociale. Et qui était au bas de la pyramide sociale aux États-Unis? Les Noirs, les Afro-descendants, et les Hispanos, les Asiatiques, etc. L'immigration. Quand ils sont arrivés, ils partageaient la même condition de classe que les autres. Du coup, ils partageaient le même statut racial. Leur statut social avait un impact, leur statut de classe sociale, leur classe sociale avait un impact sur leur statut racial. Quand ils ont changé collectivement en tant que groupe, pas tous individuellement encore une fois, mais quand en tant que groupe il y a eu des processus d'ascension sociale, ils ont connu des formes de promotion sociale, ce qui s'est accouplé d'une forme de promotion raciale. Ils ont quitté le statut de noir. Je suis assez clair sur le fait que là, c'est bien des catégories sociologiques, politiques, économiques, etc. Pour moi, c'est le même raisonnement sur les Polonais. Quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas accès au statut de blanc. Aujourd'hui, les gens issus de l'immigration polonaise ont été blanchis. C'est ça que je disais en fait au début de mon introduction, et nationalisés. Peut-être que les Polonais étrangers, ouvriers sans papier qui travaillent dans les industries françaises, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils soient blanchis et nationalisés, ceux-là. Parce qu'ils sont ouvriers, exploités, sans papier, etc. Donc on peut avoir la même origine culturelle, ma théorie du choc des civilisations. Là. Pourtant, on n'a pas du tout le même statut social ni racial. D'accord? Ça va à peu près en tout cas sur ce truc-là. Et du coup, pourquoi je vous disais ça? De rappeler que pour que le racisme existe, il faut qu'on invente l'idée de race. On est bien emmerdé quand on parle de racisme. Les races biologiquement n'existent pas. Par contre, le racisme comme système social inégalitaire qui distribue des avantages aux uns et des privilèges, ou des emmerdes, des problèmes, des désavantages aux autres, en fonction de la couleur de peau, de l'origine migratoire, du statut administratif et juridique sur la question des papiers, ou sur la question de la religion. Le racisme, c'est ça. C'est un système social qui distribue des avantages ou des désavantages aux uns en fonction d'un critère ou religieux, dit couleur de peau, etc. Donc il faut qu'on invente l'idée de race. Les races n'existent pas, pourtant le racisme existe, et lui, il crée socialement la race. Il a fallu donc la colonisation. Moi, c'est la petite histoire que j'aime bien raconter. Il y a 5 siècles, l'esclavage a été aboli en Europe. Plus aucun être humain européen a le droit de réduire en esclavage une autre personne. C'est condamné par les églises, c'est condamné par les États. Le système esclavagiste européen est condamné, ça n'est plus possible. Encore une fois, en tant que système, ça ne veut pas dire qu'ici ou là, il y a encore des pratiques esclavagistes qui existent, elles existent encore. Mais en tant que système social, ça n'est plus possible. Christophe Colomb découvre l'Amérique et les natifs américains découvrent la colonisation. On ne fait pas la même découverte. Hein.
Christophe Colomb arrive et dans une lettre qu'il écrit au roi d'Espagne, il dit « Avec 50 bateaux, 50 hommes, 50 chevaux et 50 fusils, on a terrassé des civilisations, Inca, etc., vieilles depuis centaines d'années, voire milliers d'années. » Et il dit au roi d'Espagne, parce que donc, Christophe Colomb c'est un Portugais mercenaire qui travaille pour le roi d'Espagne, et il dit « En fait, avec toutes les richesses qu'il y a là, vous avez juste à le dire et on se sert. Par ailleurs, on a trouvé un problème. On a trouvé une solution pour le problème de manque de main-d'œuvre depuis qu'on est obligé de payer les gens pour le travail qu'on leur faisait faire gratuitement quand ils étaient esclaves. Est-ce qu'on rétablit l'esclavage ou pas? Le problème, c'est interdit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Complainte, déjà chaque fois je le dis mal. Controverse de Valladolid. J'ai toujours la complainte de Valladolid, comme si c'était la chanson de Brassens, la complainte des filles de joie. Non, c'est la controverse de Valladolid. À ce moment-là, la question est, on n'a pas le droit de réduire des hommes en esclavage. C'est plus possible ça. Mais si c'est pas les hommes, c'est possible. Un cheval, ça n'a pas de fiche de paix. Et donc débat. Comment on va faire pour établir si les Indiens, puis ensuite les Noirs d'Afrique, sont-ils des hommes ou pas? Et bien là, c'est le débat religieux, théologique. Est-ce qu'ils ont une âme? Ça devient le critère d'évaluation. Et il y a des disputes d'experts qui viennent de l'époque, des Éric Zemmour de l'époque, des je sais pas qui, des sociologues vendus, là, tout ça qui viennent et qui discutent, qui déblatèrent, des ethnologues, des anthropologues, non, je n'en sais rien, en tout cas, ils viennent tous débattre de ça. Bilan, en fait, ouais, effectivement, les Indiens, ils ont une âme, mais les Noirs, ils en ont pas. Et puis, en fait, les Indiens, ils ont surtout une âme, parce qu'en fait, quand on les fait bosser, ils sont tous en train de mourir des maladies qu'on a importées, etc. Plus de l'exploitation, la persécution, les guerres. C'est pas qu'une question de maladie, l'extermination des Indiens là-bas. Il y a une vraie extermination très concrète. Bref, en tout cas, à ce moment-là, on invente l'idée de la race, parce que c'est ce qui permettra de justifier l'esclavage. Il y a des races supérieures et des races inférieures. Il y a des couleurs. Et pendant 2, 3, 4 à 5 siècles, y compris la science, la culture, la politique, se met à valider l'existence de cette idée de race, alors qu'avant elle n'existe pas, l'idée seulement des races n'existe pas. Non seulement on commence à valider l'existence de cette idée de race, et ensuite on justifie la hiérarchisation des races, jusqu'à la justification de la conquête coloniale, où comme vous le savez, que les Belges comme les Français ne sont pas allés coloniser pour exterminer, piller, s'approprier les ressources humaines et naturelles de ces pays-là. Non, on y allait pour apporter la civilisation. Dans le choc des civilisations, on y amenait pour apporter le progrès, la modernité, les lumières, l'éducation, etc. Blablabla, bla, bla, d'où mon lien avec la question de la colonisation et de la théorie du choc des civilisations. Vous savez bien qu'en Irak, la France, la Belgique, je ne sais pas si vous avez envoyé des troupes ou pas, mais on allait là-bas pour le droit des femmes. Hein. On n'est pas allé là-bas pour le pétrole quand même, parce qu'il y a une supériorité des races, ils ne savent pas s'émanciper tout seuls, des civilisations, pardon, ils ne savent pas s'émanciper tout seuls, donc on allait faire la guerre, exporter la démocratie à coup de bombe. Bref, à chaque fois qu'il y a une nécessité de justifier une guerre de l'Occident vis-à-vis d'un autre pays, à chaque fois vous y reverrez des éléments de justification de la barbarie et de la civilisation. Pour les gens qui se mangent les bombes occidentales, la question de la barbarie ou de la civilisation, elle n'est pas évidente. Hein. Bon, ça se discute. En tout cas, naît l'idée de race et avec elle l'idée du racisme, y compris, j'insiste, justifiée scientifiquement, parce que c'est le moment où il y a des gens qui mesurent les crânes, qui mesurent les couleurs de peau, qui font qui commencent à faire des classifications des individus en fonction de cette hiérarchie, de cette fameuse hiérarchie-là. Et où il y a les hiérarchies de couleurs de peau, mais de civilisation aussi. Où il n'y a pas trop de place d'ailleurs pour les métis, quoique si, parce que le système colonial raciste, c'est un rappeur là qui disait ça, vous avez colonisé, exploité je sais pas quoi, et puis après vous avez distribué des droits avec, donc là aidez-moi, il y a un film grand public qui est sorti là, 50 degrés off grey, là je sais pas quoi là. 50 nuances degrés, ouais. Et du coup là il disait, en fait que le système colonial a aussi à un moment donné distribué des droits en fonction du degré de pigmentation de la peau. Donc des individus qui ont les mêmes parents, mais que c'est deux frères d'une même famille, où il y en a un qui est un peu plus clair que l'autre, il avait des droits différents sous la colonisation. C'est aussi ça le racisme colonial et la pratique de la colonisation, dont on a en héritage, pas seulement par le passé, encore aujourd'hui, ce que certains appellent le colorisme, continue à fonctionner dans les colonies françaises. Pardon, on n'appelle pas ça des colonies françaises, zut, on dit les dom-toms chez nous, c'est les territoires d'outre-mer. En tout cas, du coup, je termine sur ça, mais la naissance du racisme vient de la colonisation. Là, ça va, je suis à peu près clair. On a un élément, c'est que la colonisation, le passé, n'est pas dépassé. C'est-à-dire que d'une part,
le passé continue à structurer nos imaginaires collectifs, notamment ce que Saïd Bouamama, mon collègue, appelle l'imaginaire colonial, est toujours là. Il continue à alimenter, ce que je disais tout à l'heure, les idéologies racistes du moment, contribue à alimenter les préjugés, les stéréotypes qu'on a dans la tête, même quand nous, on est de conviction antiraciste. On continue à avoir des réflexes de pensée issus de cette histoire coloniale-là. Et elle continue aussi à structurer nos pratiques, nos manières de fonctionner, les décisions qu'on peut prendre, et donc à produire des discriminations indirectes. Donc à la fois, on a un héritage colonial, qui est encore en partie présent, mais on a aussi une deuxième racine, une deuxième source du racisme actuel, c'est la question de la mondialisation. La globalisation, vous l'appellerez comme vous voulez. C'est le moment où on a l'avènement d'un nouveau système économique et politique, que certains appellent le néolibéralisme. Bref, c'est à partir des années 70, le moment où on a basculé de système économique et politique au niveau mondial, où on a une dérégulation de l'économie, fermeture des industries en Occident pour le réouvrir dans les pays du Sud, et où on a une reconfiguration de tous les équilibres, à la fois juridiques, politiques, médiatiques, culturels, enfin syndicaux, tous les équilibres issus de la société industrielle. Des compromis entre la social-démocratie, le patronat et toutes les organisations dites ouvrières. Il y avait un certain nombre de droits, de types de fonctionnement, d'idéal de fonctionnement de société qui volent en éclats à partir des années 70-80 et qui remet au goût du jour des normes économiques et politiques qui étaient dépassées jusque-là, et notamment avec la recherche de profit qui est quasiment le seul objectif du fonctionnement économique, et avec comme moyen cette recherche du profit la concurrence. La concurrence des uns entre les autres, la concurrence du tous contre tous. Et de ce point de vue-là, c'est bien le fonctionnement basique. Et là où, je ne sais pas, les uns et les autres, vous avez peut-être déjà essayé de faire valoir à un moment donné dans le financement associatif, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, à mon avis c'est la même chose que chez nous. Le financement associatif, c'est « Ah bah maintenant, je ne veux pas savoir s'il y a un besoin social, un besoin démocratique, un besoin économique auquel il faut répondre. Maintenant, je vous informe que nous avons décidé de ce qu'il faut faire. On fait un appel d'offres, et les associations, vous positionnez comme si vous étiez des entreprises pour rafler un marché. Et désolé pour toi, si tu n'as pas été retenu, ton besoin social, ça n'a plus pris en compte. » On a un véritable renversement de la façon de fonctionner de notre société basée sur la question du néolibéralisme. Dans ce contexte de concurrence généralisée de tous contre tous, comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il y a de nouveau une explosion des discriminations sexistes, discriminations agistes, discriminations racistes et d'augmentation à nouveau des inégalités diverses et variées. C'est aussi dans ce contexte-là qu'il y a résurgence de certains imaginaires coloniaux qu'on pensait dépasser, qu'il y a résurgence de certaines formes de fascisme et d'extrême droite qu'on pensait dépasser. Ça faut quand même que je le rappelle. Tout le monde flippe là sur l'augmentation de l'extrême droite partout, les Daesh et tout ça, et puis le Vlaams-Belang ou Vlaams-Bloc chez vous, les identitaires chez nous, Marine Le Pen, les populistes partout, je sais pas quoi. Il y avait un truc intéressant quand on discute avec des anciens et des anciennes qui ont connu ce que c'était les périodes de fascistes en Belgique, en Allemagne, en France, etc., et qui nous disent, au sortir de la guerre, on a dit plus jamais ça. Et plus jamais ça, je vous rappelle que c'était pas seulement plus jamais de génocide sur les juifs. C'était plus jamais ça de forme de violence raciste contre tout le peuple, de la guerre déclarée au peuple, de tout celui qui ne correspond pas à la norme nazie. Et dans l'analyse collective qu'ils avaient à l'époque, c'est que pour que plus jamais ne parvienne au pouvoir ce type de courant politique d'extrême droite fasciste, il faut qu'on détruise ce qui lui a permis de naître. L'analyse de la Seconde Guerre mondiale, elle a été faite sur la montée des fascismes en Europe, c'est fait sur le terreau de l'après-crise de 29, la crise économique mondiale et l'incapacité des sociétés économiques, occidentales ou autres, à assurer des formes de sécurité sociale et économique à l'ensemble des sociétés. Et que ces éléments de sécurité sociale et économique avaient profondément un impact sur les formes de sécurité identitaire et de sécurité collective, etc. Et que le fascisme, c'est aussi quand les sécurités économiques et sociales se sont cassées la gueule, les fascistes ont pu rebondir sur un discours identitaire dans le but de pouvoir dominer. Et quand au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils ont dit plus jamais ça, c'était on crée les conditions de sécurisation sociale et économique comme premier levier pour empêcher le fascisme de revenir. Et ça, je pense qu'on l'a en France avec la Sécu, en Belgique, c'est les mêmes mouvements. Encore une fois, quels que soient d'ailleurs les courants politiques, cette vision de la naissance du fascisme, elle est partagée à l'extrême gauche, à la gauche, au centre, jusqu'à la droite sociale. À la droite qui est plus sociale et à l'extrême droite, on sait autre chose, là, il y a d'autres combats. Mais il y avait un consensus
pour tenir le capitalisme, le tenir et empêcher qu'il détruise la vie des gens, qu'il détruise la cohésion sociale, comme on dit des fois, qu'il détruise les stabilités. On tenait le système pour s'assurer qu'après, il y avait des combats politiques, hein, il y a des conflits, mais on empêche la bête immonde, le fascisme, de revenir parce on assure des formes d'accès aux droits et d'égalité des uns et des autres. Et là, effectivement, depuis donc les années 70, on a un effritement de toutes ces sécurités, de toutes ces formes de sécurité au sens large. Donc les deux racines de l'augmentation du racisme, une liée à l'histoire coloniale qui se réinjecte dans les enjeux du présent, la deuxième liée au fonctionnement économique de notre société, et peut-être il faut rajouter la troisième fonction économique et politique, mais c'est aussi un truc très basique, je suis désolé de le redire, le fameux diviser pour mieux régner. C'est une technique de gouvernement dont des fois je m'étonne que si jamais on redit ça en grand public, je ne sais pas si vous avez le droit, c'est un truc de la théorie du complot, nous ça fait quelques temps qu'on a ça qui revient dès que des gens commencent à interroger les intérêts matériels, économiques et politiques des prises de position d'un journal, d'un élu, ou ça devient la théorie du complot. Le meilleur moyen de plus jamais politiser la question du racisme et de le laisser sur le dos d'un racisme moral ou d'une absence de culture, etc. Donc le fameux diviser pour mieux régner, pareil, et je termine sur cet exemple-là, après on va repartir en plus collectif, continuité tout à fait coloniale, la naissance du racisme comme instrument de gouvernement. Le livre d'Howard Zinn, pour ceux que ça intéresse, il a vachement bien décrit ça par rapport au système américain. Pour empêcher qu'il y ait des formes de contestation sociale de l'ordre inégalitaire des États-Unis, ils ont utilisé les contradictions raciales et racistes de la société actuelle. Et du coup, quand il y avait des risques de révolte des Indiens, des natifs américains qui risquaient de se révolter parce qu'ils étaient parqués dans des zones, etc., ils ont mis des esclaves noirs pour les garder. Et puis quand il y avait des révoltes ouvrières, entre guillemets, blanches, ils ont mis des Indiens comme les contremaîtres, les vigiles, et ceux qui tiraient en cas d'émeute ouvrière, etc. Et puis, du coup, si je ne dis pas de bêtises, j'en ai oublié un, qui on va prendre? On va prendre les prolos, les ouvriers blancs, pour parquer les Noirs américains au moment où il y allait avoir des révoltes égalitaires anti-esclavagistes. On utilisait des catégories raciales de façon à ce que l'individu, très concrètement, quand il a une forme de colère et qu'il subit une répression sociale, quand il y a une mobilisation, c'est plus le système qui est perçu. Les salauds qui m'ont défoncé la gueule, c'est les Apaches, c'est les Rouges. C'est les Noirs qui sont venus nous défoncer notre grève ouvrière, qui ne veulent pas se syndiquer, qui veulent pas... Et à chaque fois, les individus, à la base, étaient confrontés, je ne sais pas si je suis clair quand je prends ces exemples-là, mais du coup, confrontés, la répression, ça n'est plus le visage du maître, mais son contremaître. Et c'est lui qui devient l'individu immédiatement adversaire, ennemi. Et donc ça, on l'a su pour le fonctionnement des États-Unis. Aujourd'hui, dans le fonctionnement des démocraties européennes, c'est assez habile, encore une fois, de basculer l'enjeu du conflit inégalitaire, des tensions inégalitaires, sexistes, racistes et de classe qui structurent les conditions de vie de la majeure partie des citoyens d'Europe, de les reformuler pour les faire basculer du côté des conflits identitaires, religieuses, ethniques, comme une des manières de créer des inquiétudes, des nouvelles peurs, et de reconfigurer les alliances. Parce que quand les alliances démocratiques et politiques vont se faire du fait d'une culture, etc., et non plus du fait d'un projet de société commun, pendant ce temps-là, effectivement, il y a tout à fait possibilité de gouverner à l'aise quand le peuple se divise sur des enjeux qui ne permettent pas des formes d'unité sociale. Et moi, j'aime bien rappeler ça comme type de logique de pensée. Le poème de Niedermayer, prêtre protestant allemand, qui disait à propos de la Seconde Guerre mondiale, quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, j'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour dire quelque chose. Depuis les années 70, on assiste au même fonctionnement systémique de recul des droits. Quand ils sont venus frapper les travailleurs étrangers, immigrés, une bonne partie de la société n'a pas réagi. Puis ils ont frappé les jeunes générations. Ouais, mais ils manquent d'expérience, ils vont trouver quelque chose, c'est pas grave, il faut plutôt protéger les anciens. On n'a pas bougé. Quand les femmes se sont fait frapper par une série de lois d'injustice, d'inégalité, etc., on n'a rien dit. Puis les musulmans, puis les sans-papiers, on va multiplier les catégories, les pauvres, les cas sociaux. On dit, je ne sais pas comment on dit chez vous, c'est les cassos.
C'est une manière très dénigrante de dire « mais ces gens qui ne veulent pas travailler quand il y a du travail et qui ne méritent pas les aides sociales qu'on leur donne. Moi, je donne des impôts et eux, ils ne se bougent pas. » Cette espèce de petite haine ordinaire qu'on nous apprend à diffuser vis-à-vis des uns et des autres autour de nous, et puis qu'on retrouve y compris à l'interne de chaque groupe social stigmatisé. Je ne sais pas, vous, comment ça se passe, mais du coup, chez nous, pour ceux qui sont issus de l'immigration marocaine, par exemple, eh ben, y a ceux qui sont là, et puis il y a ceux qui vont dire « ouais, mais attends, il y a les blédards, laisse tomber les blédards, la honte ». Les blédards, ceux qui viennent directement d'arriver du bled, et eux, c'est des sous-marocains, c'est pas les mêmes. On les regarde avec condescendance, avec mépris aussi. Cette espèce de petite manière dont le système nous a appris, en brançant notre petit nombril, pendant que nos droits restent par terre, mais on nous refait croire que notre identité est plus belle qu'une autre fraction qui existe en dessous de nous. Or, ce qu'on n'a pas compris, c'est que l'histoire de toutes les luttes émancipatrices, enfin ce qu'on n'a pas compris, excusez-moi, je ne sais rien de là où vous en êtes dans vos réflexions, mais je ne veux pas donner des leçons là-dessus, mais c'est en termes de système, en termes collectifs, toutes les avancées émancipatrices, les avancées égalitaires, elles ont fonctionné quand, à des moments, on a réussi à créer des alliances, quand on a compris qu'un combat de femmes pour les droits des femmes, si elles, on est solidaires avec leur combat aujourd'hui, c'est une lutte qui gagne, et demain, c'est elles qui seront combatifs aussi sur un autre combat. C'est quand, dans les histoires des mouvements égalitaires, on a réussi à se serrer les coudes, même sur l'histoire du mouvement ouvrier. Vous regardez, il y a une usine qui a mené une lutte, les autres gens venaient en grève pour soutenir leur lutte. Et puis ensuite, c'est une autre qui créait une lutte, et les autres se mettaient en grève pour rejoindre leur lutte. Chaque droit qui a été acquis s'est fait par ce processus systémique, cette pyramide-là de serrage de coudes des gens normaux pour remonter et recréer l'égalité. Il se trouve que depuis les années 70-80, ce processus fonctionne à l'inverse. Au lieu de se serrer les coudes à chaque fois qu'il y a un secteur de la société qui lutte, on se desserre les coudes et il y a des secteurs qui se font frapper seuls. Et moi j'aime bien dire, hier peut-être c'était les travailleurs sans papier, aujourd'hui je ne sais pas c'est les musulmans, et demain c'est sûr que ce sera moi. Du coup à un moment donné c'est pas par charité, la question de l'antiracisme, c'est pas de la question morale, pour de belles valeurs, c'est aussi l'enjeu d'une lecture politique et économique de l'enjeu de l'égalité pour tous et pour toutes, que cette question d'égalité des droits et d'améliorer des émancipations, de nos émancipations collectives, nos destins sont fondamentalement mêlés en matière à la fois de discrimination, mais aussi fondamentalement mêlés en termes de processus égalitaires. Je vous remercie.